Bonjour et bienvenue au podcast Les Capsules de l'Univers. Si vous voulez en voir encore plus de capsules et de chroniques, je vous invite à aller sur ma page Facebook qui s'appelle Les Capsules de l'Univers. J'ai aussi une page Instagram du même nom. Et maintenant, j'ai un nouveau blog où vous trouverez l'adresse sur ma page Facebook Les Capsules de l'Univers. Vous avez à voir le lien Internet. Commençons. Donc, cette semaine, on va parler de théorie extraordinaire qui vient d'être avancée par un groupe de spécialistes des sciences planétaires en Australie. Il y a 466 millions d'années environ, une rencontre entre la Terre et un gros astéroïde se serait mal passée, laissant un anneau transitoire de débris chutant sur la surface de notre planète bleue pendant des dizaines de millions d'années, alors que la vie n'était pas encore vraiment sortie des océans et juste avant une grande crise biologique. Selon les chercheurs, il y a environ 466 millions d'années et ensuite, pendant quelques dizaines de millions d'années, la Terre était peut-être entourée d'un anneau lui faisant ressembler à Saturne, ce qui pourrait expliquer plusieurs énigmes du passé de notre planète. Le géologue rappelle ainsi que l'on connaît 21 importants cratères d'impact de météorites datant du milieu de l'Ordovicien, donc entre 485 et 444 millions d'années, qui est une période géologique caractérisée par la concomitance d'une glaciation majeure et de l'une des 5 plus grandes extinctions de masse de l'histoire de la Terre. Ces cratères sont également concomitants avec de nombreux tsunamis, comme le monde des strates sédimentaires dont le contenu exhibe des roches inhabituellement mélangées. Très curieusement, on constate en outre à ce moment-là que des dépôts de calcaire en Europe, en Russie et en Chine contiennent des niveaux très élevés de débris de certains types de météorites. Débris dont l'étude montre qu'ils ont été exposés aux rayons cosmiques avant de tomber sur Terre pendant beaucoup moins de temps que dans le cas de d'autres météorites, et qui prennent leur origine dans la fragmentation suite à des collisions de membres de la ceinture principale d'astéroïdes. Ensuite, la Chine souhaite construire une base sur la Lune au cours de la prochaine décennie. Mais ce n'est pas aussi simple que de construire une maison sur Terre. Pour résister aux terribles conditions de la surface lunaire, des chercheurs vont tester une brique artificielle qu'ils ont conçue dans la station spatiale chinoise. La surface de la Lune est un lieu très risqué. Y passer quelques jours est dangereux. Y construire une base est audacieux. La base lunaire doit pouvoir résister à la forte différence de température. En effet, de jour, le mercure culmine à plus 150 degrés Celsius et de nuit, il descend à moins 200 degrés Celsius. Le jour comme la nuit sur la Lune dure 14 jours terrestres. Il faut ajouter à cela le risque d'impact de météorites, car la Lune n'est pas protégée par une atmosphère comme la Terre. Enfin, il faut tenir compte des radiations provenant du vent solaire et des rayons cosmiques, dont nous sommes protégés sur Terre par le champ magnétique terrestre. Une brique lunaire doit pouvoir survivre à tout cela, et de surcroît protéger les habitants de la base. Plusieurs agences spatiales s'efforcent de créer la brique idéale. Des chercheurs chinois ont développé des briques lunaires à partir de matériaux dont la composition est similaire à celle du sol lunaire. D'après les médias gouvernementaux chinois, ces briques sont 3 fois plus solides qu'une brique ordinaire. Pour les tester, l'agence spatiale chinoise va en envoyer en orbite à bord de la station spatiale chinoise, où elles seront bombardées de rayons ultraviolets et de rayons cosmiques pendant 3 ans. Apporter des briques depuis la Terre est extrêmement onéreux, d'où l'idée de les fabriquer sur place avec des matériaux que l'on trouvera sur la surface lunaire. La Chine parvient de mieux en mieux à déterminer la composition du sol lunaire grâce aux échantillons de roches rapportés par les missions chinoises Change 5 et Change 6. Une superlune, qu'est-ce que c'est et quand est la prochaine? L'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas un cercle parfait. Elle a une distance moyenne de 382 900 km de la Terre, mais à son apogée et sa périgée, l'approchement le plus près et le plus loin de la Terre, qui change à chaque mois lunaire. La raison principale expliquant pourquoi l'orbite de la Lune n'est pas complètement rond est qu'il y a beaucoup de forces de marée ou de gravitation qui ont un effet sur la Lune. Les différentes gravités de la Terre, du Soleil ou des autres planètes ont tout un impact sur l'orbite lunaire. Il y a toutes ces différentes forces de gravité qui tirent et poussent la Lune. Une superlune a besoin de 2 ingrédients clés pour se produire. 1. La Lune doit être à son approche la plus proche de la Terre dans son orbite de 27 jours. Et 2. La Lune a aussi besoin d'être une pleine Lune,
ce qui arrive tous les 29,5 jours quand le Soleil illumine pleinement la Lune. Les superlunes arrivent seulement quelques fois par année, car l'orbite de la Lune change d'orientation pendant que la Terre orbite autour du Soleil. C'est pourquoi on ne voit pas une superlune tous les mois. Ensuite, la NASA pourrait utiliser des lasers pour communiquer avec la Lune un jour. Communiquer en temps réel avec les astronautes dans l'espace durant les futures missions Artemis vers la Lune pourrait éventuellement être possible grâce à la technologie des lasers. La NASA teste actuellement une méthode de communication spatiale qui, au lieu d'utiliser des ondes radio pour transmettre des données et des vidéos, utilise un faisceau de laser pour connecter la base sur Terre avec des astronautes sur la Lune. La barre est haute, avec des équipes de la NASA qui ont fait de larges pas dans la communication par laser depuis une expérimentation performée en décembre 2023. Comment cela fonctionne-t-il? Dans une récente démonstration, on a été capable de voir un vaisseau spatial décoller et peu après, il a commencé à communiquer par un faisceau de laser avec une équipe de scientifiques au sol. Dans le passé, les missions de la NASA comptaient sur les ondes radio pour obtenir de l'information à la fois dans l'espace et dans le retour sur Terre. La différence en utilisant un laser pour communiquer au lieu d'ondes radio est que les chercheurs et les scientifiques dépendent de la lumière infrarouge à la place, permettant une plus grande quantité de bandes passantes et plus de données qui pourront parvenir de la Terre au vaisseau spatial à travers le lien laser. Comment mesurez-vous le vent sur la planète Mars? Des scientifiques ont un plan. Des chercheurs ont testé une suite d'anémomètres, des outils qui mesurent la vitesse des vents, conçus pour fonctionner sur la surface de Mars. Mesurer le vent martien n'est pas aussi simple que de prendre un anémomètre d'une station de météo sur Terre et de l'attacher sur un atterrisseur sur Mars. D'une part, Mars est beaucoup plus froide que partout sur la Terre. D'autre part, la pression atmosphérique moyenne de surface sur Mars est d'environ 1/100e de celle de la Terre au niveau de la mer. Donc, les météorologues martiens doivent trouver des méthodes alternatives, comme de mesurer la vitesse à laquelle un matériel chauffé refroidit quand le vent souffle dessus, ou bien de reconstruire la vitesse d'objets flottant dans le vent. De telles méthodes fonctionnent, mais sont très lentes et donnent seulement la vitesse moyenne du vent aux observateurs. Ces méthodes manquent les petites variations ou les turbulences locales. Les chercheurs ont identifié un outil météorologique terrien différent qui semble prometteur pour Mars, un anémomètre à ultrasons. Un tel équipement envoie des ultrasons pulsés d'un transducteur à un autre. Un transducteur est un dispositif convertissant un signal physique en un autre. Quand l'air en mouvement souffle entre les transducteurs, cela bouscule les pulsions et change la durée pour laquelle elles arrivent. Un anémomètre ultrasonique peut mesurer ces changements entre une série de transducteurs et les utiliser pour reconstruire la vitesse et la direction des vents. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et la fabrication additive sont de plus en plus intégrées dans les projets spatiaux. Cette technique de fabrication révolutionnaire réduit considérablement le temps et les coûts de production, tout en permettant la création de pièces difficilement réalisables avec des méthodes classiques. À l'ère du New Space, l'intelligence artificielle et la fabrication additive sont intégrées dans différents projets. Pour le secteur spatial et d'autres également, la fabrication additive offre de nombreux avantages, comme la création de pièces complexes en une seule opération sur demande. Ces pièces uniques sont adaptées aux spécificités de chaque mission et leur design sur mesure répond à toutes sortes de spécificités. Elle permet également d'optimiser le poids avec des pièces souvent plus légères et nécessitent moins de matériaux, un aspect crucial dans le secteur spatial où le poids est un facteur de coût majeur. Le défi a été couronné de succès, le prototype étant réalisé en moins de 36 heures, dont 19 heures de fraisage et 4 heures d'usinage pour obtenir une pièce robuste utilisant de l'aluminium qui améliore la résistance et la rigidité. Grâce à l'utilisation du design génératif pour minimiser les itérations et de l'intelligence artificielle, Protolab a conçu une pièce en aluminium répondant à des exigences rigoureuses de poids et de robustesse, essentielles pour les conditions extrêmes lunaires. La collaboration entre Protolab et la NASA a démontré non seulement l'efficacité de la conception générative sur le temps de développement. À plus long terme, cette technique de fabrication démontrera toute son utilité et son intérêt dans le cadre d'opérations de maintenance et de réparation spatiale.
La possibilité de fabriquer des pièces sur place, sur la Lune ou sur Mars par exemple, offrirait une solution pratique pour la maintenance des vaisseaux ou des infrastructures spatiales, réduisant la dépendance aux missions de réapprovisionnement depuis la Terre. Le terme superlune a été inventé en premier par l'astrologue Richard Noll en 1979, comme soit une nouvelle pleine lune qui se passe quand la Lune est dans 90% de sa plus proche approche de la Terre. Les pleines superlunes sont les plus grosses et plus brillantes des pleines lunes de l'année, apparaissant environ 30% plus lumineuses et 14% plus larges qu'à l'habitude. Quoique cela semble beaucoup, c'est très difficile de remarquer la différence à l'œil nu, à moins que vous soyez un observateur aguerri de la Lune. Cependant, dans certains cas, une superlune ou même une pleine lune régulière peut apparaître énorme. Dans la plupart des cas, cependant, cela n'a rien à voir avec l'astronomie et tout à voir avec comment le cerveau humain fonctionne. Cela est connu comme l'illusion de la Lune. L'illusion de la Lune est une astuce de perception où la Lune apparaît beaucoup plus large quand elle est à l'horizon que quand elle est haute dans le ciel. Cette illusion se passe à cause de comment notre cerveau interprète la distance et la grandeur. Quand la Lune est près de l'horizon, nous la voyons près des arbres, des édifices et d'autres objets. Cela nous donne une échelle de grandeur. Alors notre cerveau compare la Lune aux objets qui sont près d'elle, cela la fait apparaître plus grande. Quand la Lune est haute dans le ciel, il n'y a rien pour la comparer avec. Alors elle apparaît plus petite. Des photographes utilisent parfois cet effet pour capter des images époustouflantes d'objets distants avec la Lune qui apparaît extrêmement plus large derrière eux. Les superlunes apparaissent quand la Lune est à son périgée, le point le plus proche de la Terre dans son orbite quasi circulaire, et en même temps qu'elle est une pleine Lune dans le cycle lunaire. Des chercheurs ont retracé la plus fameuse roche spatiale dans l'histoire jusqu'à son lieu de naissance. L'impacteur Chicxulub, connu comme l'astéroïde qui a frappé la Terre il y a 66 millions d'années et qui a tué les dinosaures, est une chondrite carbonée, un rare et ancien type de météorite qui s'est formé au-delà de l'orbite de Jupiter. D'autres évidences ont pointé vers cette possibilité, incluant un petit fragment d'une chondrite carbonée trouvé durant une campagne de forage en 2016 dans le cratère vestige de l'impact, qui est enfoui sous le lit océanique près du village de Chicxulub sur la péninsule du Yucatan au Mexique. Les chercheurs ont mesuré des traces du métal ruthénium dans des couches géologiques autour du monde entier. Ce métal fait partie des débris de l'impact. Un article de 1998 montrait que l'abondance d'un autre métal, le chromium, était aussi élevée dans cette frontière et qui correspond à d'autres chondrites carbonées qui sont tombées sur Terre. Mais le chromium est présent dans la croûte terrestre et aurait pu être lessivé dans la couche et la contaminer. Le ruthénium, au contraire, est environ 100 fois plus commun dans les roches extraterrestres, faisant de lui un élément idéal de diagnostic. Une nouvelle étude révèle que l'astéroïde qui a tué les dinosaures il y a 66 millions d'années serait une roche rare provenant au-delà de Jupiter. La découverte identifie la nature de cette roche spatiale et son origine à l'intérieur de notre système solaire et pourrait bénéficier d'une technologie qui prédirait les impacts d'astéroïdes sur notre planète. La plupart des scientifiques sont d'accord pour dire que l'impacteur Chicxulub, nommé d'après la communauté qui est près du cratère au Mexique, provient de notre système solaire. Mais son origine précise ne reste pas claire. Cela provient d'un manque d'évidence chimique n'étant pas contaminé par du matériel terrestre. Maintenant, dans les vestiges de l'impacteur situés dans des régions européennes de la croûte terrestre, les scientifiques ont trouvé la composition chimique d'un rare élément appelé ruthénium, qui est similaire de la composition d'astéroïdes planant entre les orbites de Mars et de Jupiter. Cet élément est une empreinte digitale génétique des roches de la ceinture principale d'astéroïdes où la roche fatidique de la taille d'une ville était logée avant de frapper la Terre il y a 66 millions d'années. L'astéroïde a fort probablement été poussé vers la Terre par des collisions avec d'autres roches spatiales ou par des influences dans le système solaire externe où les géantes gazeuses comme Jupiter arborent d'immenses forces de marée capables de déranger des satellites qui sont normalement dans une orbite stable. La sonde JUICE qui vise la planète Jupiter a fait un slingshot en allant vers Vénus. La sonde spatiale de l'Agence spatiale européenne JUICE, qui signifie Jupiter Icy Moon Explorer, a complété un survol historique, premier dans son genre de la Terre et de la Lune. Le vaisseau, qui a été lancé le 14 avril 2023,
se dirige maintenant vers un survol de la planète Vénus, la seconde planète en partant du Soleil, qui va le lancer vers la Terre pour plus d'assistance gravitationnelle en 2026 et en 2029. Après ces survols, JUICE va être en direction de Jupiter et de ses lunes, placé pour atteindre sa cible ultime en juillet 2031. À son approche la plus près de la Terre, JUICE a lévité à environ 6840 km au-dessus de l'Asie du Sud-Est et de l'océan Pacifique. La sonde spatiale a aussi saisi l'opportunité de capter des images de la Terre avec ses caméras à bord, ayant photographié la Lune le jour avant. Les deux survols en particulier visaient à réduire la vitesse de JUICE. Le survol de la Lune a réduit la vitesse du vaisseau spatial d'environ 3219 km/h. Les survols ont également mis JUICE sur le bon chemin en dérivant la sonde spatiale de 100 degrés relativement à sa trajectoire d'arrivée. Le survol risqué demandait une navigation ultra précise en temps réel pour se réaliser, mais cela a permis de sauver environ 150 kg de combustible. Cela a assuré que JUICE aura assez de combustible pour se rendre près de Ganymède, une lune jovienne. Alors que l'objectif principal des survols avec la Terre et la Lune était de rediriger le vaisseau spatial, cela a aussi permis à ses opérateurs de réaliser des vérifications préliminaires des instruments scientifiques que le vaisseau transporte. Qu'est-ce qui arrive si on lance une étoile vers un trou noir? Par chance, les trous noirs et les étoiles ne peuvent être frappés ensemble en laboratoire. Cependant, les scientifiques peuvent utiliser des modèles avancés avec un superordinateur pour simuler un trou noir déchirant et dévorant une étoile dans un événement de perturbation des marées. Faisant justement cela, une équipe de chercheurs ont découvert que la réponse à notre question est que les choses deviennent bordéliques. Une fois que l'étoile est trop proche du trou noir supermassif, l'immense influence gravitationnelle de ce titan cosmique génère de puissantes forces de marée avec l'étoile qui serait compressée horizontalement et étirée verticalement. Ce processus appelé spaghettification change l'étoile en eau lumineuse de matériel stellaire ou de plasma. Ces spaghettis s'enroulent autour du trou noir destructif comme autour d'une fourchette. De ce nuage tourbillonnant de plasma superchauffé, appelé un disque d'accrétion, le trou noir supermassif est graduellement nourri. Le disque tourbillonnant de débris stellaires autour du trou noir génère des émissions électromagnétiques puissantes qui permettent aux astronomes d'étudier ces événements. Leurs simulations fournissent une nouvelle perspective sur les moments finaux des étoiles qui sont dans l'entourage des trous noirs supermassifs. La simulation révèle que les débris stellaires forment une bulle asymétrique autour du trou noir. Est-ce que notre galaxie va vraiment entrer en collision avec la galaxie d'Andromède? Les astronomes ont longtemps considéré comme inévitable que notre galaxie, la Voie lactée, va fusionner avec sa galaxie voisine d'environ 5 milliards d'années. Cependant, une nouvelle simulation suggère que la chance que ces collisions arrivent peut être réduite à lancer un sou en l'air, au moins d'ici les 10 milliards prochaines d'années. À environ 2,5 millions d'années-lumière de notre planète, la galaxie d'Andromède ou Messier 31 est la plus proche grande galaxie de la Voie lactée. En étudiant les mouvements d'Andromède, des astronomes ont prédit pour la première fois en 1912 que la galaxie est sur un tracé de collision avec notre Voie lactée, s'approchant à une vitesse de 110 km par seconde. Des études subséquentes ont garanti que les deux galaxies vont entrer en collision de plein fouet et devenir prisonnières d'une danse cosmique pour éventuellement fusionner en une seule galaxie géante elliptique surnommée Milkomeda. S'il n'y a pas de fusion, les deux galaxies vont passer à une certaine distance l'une de l'autre. Dépendamment de la distance, c'est certaines régions externes de chaque galaxie qui peut être perturbée. La nouvelle étude donne une chance de collision à 50%. Si les deux galaxies finissent en collision dans des milliards d'années, les astronomes ont prédit que notre système solaire sera jeté dans un des nouveaux bras externes de la nouvelle galaxie. Des étoiles projetées dans l'espace devraient laisser derrière des queues spectaculaires, tandis que les gaz et les poussières pressées en nuages démarreraient la formation de nouvelles étoiles. Les deux galaxies vont se fondre ensemble sans trop de chaos, pour la plus grande part. Notre univers en expansion tirerait des galaxies distantes loin de notre voisinage, tellement que dans 10 milliards d'années suivant la fusion, Milkomeda deviendrait notre univers entier visible. En ce moment, l'humanité sera éteinte depuis longtemps, tout du moins sur la planète Terre, car le Soleil sera devenu
Une géante rouge engloutira la Terre d'une boule de feu qui va faire bouillir notre planète en la rendant inhabitable. La mission Polaris Dawn de SpaceX va battre un record d'altitude pour les astronautes femmes. Sarah Gillis et Anna Menon planifient de voler plus haut que le précédent record en 1990. Durant l'ère de navettes spatiales, la mission Polaris Dawn est planifiée d'être lancée avec une fusée Falcon 9 de SpaceX. La mission vise à effectuer la première sortie privée dans l'espace et de voler une plus haute altitude au-dessus de la Terre que toutes les autres équipes faisant partie des vaisseaux spatiaux depuis l'ère des missions Apollo. Cela à environ 1400 km. La plus haute mission en orbite autour de la Terre qui avait en vedette comme astronautes de la NASA Dick Gordon et Pete Conrad fut à bord du vaisseau Gemini 11 en septembre 1966. Ils ont atteint une altitude pré-Apollo record de 1368 km, dont Polaris Dawn entend battre. Les missions historiques Apollo transportaient seulement des astronautes mâles. Apollo 8, qui a été lancé en décembre 1968, était le premier de ces vols à atteindre la Lune. La mission a été suivie des Apollo 10 à 17 qui ont volé entre 1969 et 1972 avant que le programme ne s'arrête. Et finalement, les astronomes ont photographié la surface de l'étoile polaire pour la première fois. L'étoile du Nord Polaris est mythique. Mais saviez-vous qu'il s'agit en fait d'une étoile quintuple dont la plus brillante est aussi la Céphéide, la plus proche du système solaire? Le type d'étoile qui a permis à Edwin Hubble de démontrer que des nébuleuses comme Andromède étaient en fait de grandes galaxies? Une équipe d'astronomes vient actuellement d'obtenir 2 grandes premières. Celle des images de la surface de Polaris et du même coup de celle de la surface d'une Céphéide. On sait aussi que la supergéante jaune est une étoile variable et c'est même la Céphéide la plus rapprochée du système solaire. On sait que ce type d'étoile est d'une importance cruciale pour la détermination de ce qu'on appelle l'échelle des distances cosmiques qui permet d'étudier l'expansion du cosmos observable, ce qui la cause. Mais aujourd'hui, ce que les astronomes de Charan sont arrivés à faire, c'est avoir les premiers détails de la surface de cette Céphéide qui semble située à environ 440 années-lumière du Soleil, selon les observations du satellite Gaïa. Les observations de Polaris ont été enregistrées à l'aide de la caméra MIRC-X construite pour les astronomes de l'Université du Michigan et de l'Université Exeter au Royaume-Uni. Cette caméra a la remarquable capacité de capturer les détails des satellites stellaires, des surfaces stellaires, Mais comme on l'a dit, la grande surprise a été le premier aperçu de ce à quoi ressemble la surface d'une variable Céphéide. Les images Charan ont révélé de grandes taches lumineuses et sombres à la surface de Polaris qui changent au fil du temps. C'est voilà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à aller sur ma page Facebook, Les Capsules de l'Univers, où vous aurez l'adresse de mon nouveau blog, où vous trouverez à la fois toutes les chroniques et le podcast. Merci et bonne semaine.